rien n'effacera les années que c'est eux qui nous ont élevés. Mais en même temps, il y a des réponses qu'ils n'ont pas. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Aujourd'hui, je reçois Madalena, qui est elle aussi adoptée, qui est partie à la recherche de ses origines et qui va nous raconter son histoire. Bonjour, du coup. Mon prénom d'origine, c'est Tania. J'ai été adoptée quand j'étais toute petite. L'adoption a été faite à 9 mois. Ça a été un peu long, du coup. J'ai été en pouponnière pendant 6 mois. Je suis née en France, du coup, mais ma mère elle venait juste d'arriver du Portugal. Donc, du coup, euh, donc c'était à peu près la seule donnée que j'avais. Et donc, j'étais adoptée par une famille de Français, donc en région parisienne. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, j'ai 25 ans. Enfin, j'en ai 26 en fait maintenant, mais j'ai commencé mes recherches, du coup, j'avais 25 ans, parce que j'ai toujours voulu savoir, quand j'étais petite, quand j'étais ado. Mes parents adoptifs, bon, mon père refusait d'en parler et ma mère me disait que je ne pouvais pas consulter de dossier parce qu'en fait, je suis pas née sous X, donc je savais que j'avais un dossier à la DAS, enfin à l'ASE, mais je pouvais pas le. Enfin, ma mère a toujours dit que je pouvais pas le consulter avant ma majorité, ce qui s'est avéré pas vrai. J'aurais pu avec autorisation parentale. Mais bon, bref, voilà. Et à 18 ans, enfin, j'ai eu une adolescence très compliquée familialement, émotionnellement, etc. Et du coup, à 18 ans, quand j'ai pu, je dis quitter la maison, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, quand j'étais un peu émancipée, on va dire, puis m'émanciper davantage, et que ma vie est devenue un peu stable, j'avoue que je pense que j'ai un peu refoulé, nié, je sais pas. Et c'est devenu un sujet pardon, que je voulais, enfin je me suis toujours dit oui, oui, il faut que je cherche, mais j'ai pas fait les démarches. Je les ai commencé entrepris en 2014, j'avais 20 ans du coup, quand même. J'ai demandé mon dossier, et au moment de poser un rendez-vous pour aller le consulter, j'ai complètement paniqué et, et du coup, j'ai plus donné de nouvelles. Voilà. Euh, Et du coup, après le confinement cette année, je sais pas, j'ai pas eu l'impression de penser beaucoup à la question quand j'étais en confinement ou quoi, mais je pense il y avait le confinement et il y a eu l'année en cours qui m'ont petit à petit, parce que j'ai rencontré des gens j'ai travaillé en cours avec deux garçons portugais et enfin, où je me suis mis peut-être à envier leur notion de famille que moi j'avais pas parce que je suis pas j'ai une famille adoptive un peu dysfonctionnelle. Je suis pas proche de ma famille adoptive, un peu plus de mes parents et encore. Et, euh, et eux, ils étaient très très famille, très attachés à leur pays d'origine, etc. Et du coup, je sais pas, je pense que le confinement qui m'a permis de me recentrer sur moi et ça a aidé. Et je me suis dit, allez, c'est le moment d'aller chercher, d'aller fouiller. Du coup, j'ai demandé mon dossier en début juin de cette année. Euh, à cause du coronavirus, du coup, on m'a pas proposé d'aller. Enfin, on m'a dit que ce serait compliqué d'aller le consulter sur place ou de le transférer parce que j'ai déménagé à Lyon depuis. Mon dossier est à Paris et j'ai déménagé à Lyon. On m'a dit que pour le transférer, ça allait prendre du temps. Enfin, le transfert et la prise de rendez-vous sur Lyon allait prendre du temps. Du coup, on m'a proposé, même si c'était pas très très fan, de m'envoyer une photocopie du dossier par la poste. Du coup, j'ai accepté, ça m'arrangeait. Même si on m'a dit, ouais, il faut que vous soyez accompagné, tout ça. Et du coup, je l'ai reçu le 3 août. Comme j'avais. Alors, honnêtement, j'étais censée l'ouvrir avec ma meilleure amie. Et en fait, en fait, je l'ai ouvert toute seule. Bon, je l'ai, on va dire, survolé toute seule. Et puis après, je l'ai lu en profondeur avec elle quelques heures plus tard. Parce qu'en fait, bon, bah, comme j'ai connais sous X, j'avais quand même quelques données. Bon, j'avais surtout des trucs administratifs, des vieux comptes rendus de médecins que j'avais jamais eu des premiers mois.
Et j'avais par contre une vieille photo de ma mère qui était une carte de RATP. Ils avaient fait une photocopie de l'époque. Et du coup, j'avais un nom et un village d'origine, une date de naissance, sachant que il n'y avait pas de garantie que les données soient complètement véridiques. Elle a donné les informations qu'elle voulait. Donc bon, j'avais même pas de vraie raison à part elle pouvait pas me garder. Bon, bah, j'ai bien compris, il y avait de l'immigration, etc. J'avais un ancien travail, une ancienne profession qui laissait sous-entendre que elle, enfin, elle était officiellement elle était hôtesse dans un bar de Pigalle. Donc bon, on entend par là ce qu'on veut bien entendre. Donc voilà, que le père était inconnu, qu'elle avait a priori un mari au Portugal et qu'elle avait eu une fille, une fille née en 91, donc du coup 3 ans et demi avant moi, qui était a priori restée au Portugal. Du coup, je savais pas trop quoi faire de ça. Bon, fait comme tout le monde, j'ai utilisé Google pour essayer de la trouver et tout, mais évidemment j'ai rien trouvé. Et du coup, dans la nuit du 4 au 5 août, donc voilà, un peu plus de 24 heures après, disons, j'ai tenté, je sais pas pourquoi, je me suis dit on va commencer par là parce que j'avais pas de finance ou quoi que ce soit pour engager, même pour payer un test ADN. Du coup, j'ai fait un avis de recherche sur Facebook parce que j'avais un peu de visibilité, vu que j'ai une page auteur. J'avais une page auteur de 3000 abonnés. Je me suis dit, bon, bah, on tente. Comme j'avais le nom d'un village, j'ai contacté des pages Facebook ou des groupes portugais ou du nord du Portugal ou même du village ou des villages voisins. Et, euh, et en fait, moins de 17 heures plus tard, donc le lendemain vers 17 heures du coup, j'ai reçu un message d'une fille qui remettait en doute le fait que j'étais. Alors, oui, l'avis de recherche, je l'avais fait en français et en portugais. Du coup, vu que c'était à visée portugaise, je l'avais fait traduire. J'ai eu beaucoup d'aide d'ailleurs sur les réseaux sociaux de gens qui me proposaient leur aide et tout. C'était vraiment cool. Et, euh, et du coup, j'ai fini par être contactée par une cousine qui au début me croyait pas. Et, euh, et ensuite, du coup, j'ai été contactée par deux filles. Donc la fille de 1991, du coup, qui était ma sœur aînée, et par une autre fille qui portait le même prénom que moi et qui me disait que c'était pas possible, que je me trompais. Elle m'écrivait en un mauvais français parce qu'en fait elle utilisait Google Traduction, que c'était pas possible parce que c'est la femme sur la photo était sa mère et que en 1994 quand je dis que je suis née, sa mère était avec son père et que c'était pas possible du coup. Donc sur le coup, j'ai pas trop compris ce qu'elle me disait, donc j'ai cru qu'elle disait qu'elle était née en octobre 94, sachant qu'on avait le même prénom. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait, non, il s'avérait qu'elle était née un an pile poil à 11 mois et 15 jours après moi, et que notre mère nous avait donné le même prénom. Voilà. Et du coup, bon, bah voilà, j'avais retrouvé du coup deux sœurs. Donc la petite, au début, elle voulait pas me parler. La grande m'a expliqué. Bon, après, il y a eu tout un bric-à-brac familial parce que, bah, a priori, personne ne connaissait mon existence. Donc là, la grande m'a expliqué qu'on était en fait du coup cinq, tous de pères différents, que notre mère l'avait abandonnée elle, du coup en 93, et elle était réapparue de temps en temps, tous les 2 3 ans, jusqu'en 2005, et que depuis 2005, personne ne savait où elle était. Et qu'entre 93 et 2005, du coup, elle avait disséminé visiblement 4 autres enfants. Que du coup, on avait un frère en France, on ne savait pas trop où, qu'on avait une sœur en Algérie avec laquelle elle avait perdu le contact depuis quelques années. Et du coup, mes deux autres sœurs, là, celles que je venais de retrouver. Donc voilà, bon. Après, j'ai été en contact du coup avec des sœurs de ma mère qui m'ont raconté des versions totalement différentes les unes des autres, euh, qui diabolisaient pas mal ma mère du coup vu qu'elle avait disparu. Et,
Donc on a commencé par chercher notre frère en France. Après, on l'a retrouvé aussi au bout de 3 jours. Pareil, de la même façon, avec un avis de recherche sur Facebook, on avait une ville et son nom de naissance. Donc on a fini par, on l'a retrouvé assez rapidement aussi. Donc on a reconstitué un peu le puzzle. Entre-temps, on a appris des secrets de famille assez ignobles qui commençaient à expliquer pourquoi ma mère s'était barrée, pourquoi elle avait coupé les ponts avec sa famille, etc. On a retrouvé aussi notre sœur en Algérie en fin septembre. Et quand on a appris les secrets de famille que nos tantes avaient cachés, qu'ils ont cachés à ma grande sœur toute sa vie, bah, du coup, moi, bon, j'ai coupé les ponts avec le reste de ma famille biologique parce que, enfin, entre guillemets, mais avec mes tantes et oncles parce que, bah, déjà, ils nous mentaient, ils avaient menti à ma soeur toute notre vie, ils nous avaient caché volontairement des informations. Et bah, du coup, ça a été dur pour la grande parce que c'était sa famille, malgré tout. Donc, elle s'est rendue compte au bout de 30 ans il lui avait menti toute sa vie, notamment sur sa mère. Donc, c'était assez moche. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu soudés. Alors, ma dernière sœur qui est en Algérie, on a du mal à la contacter. Du coup, on n'a pas pu créer encore de lien avec elle. Mais au final, la grande et mon petit frère, on s'est beaucoup rapprochés. Entre-temps, l'autre petite, celle qui a le même prénom que moi, s'est rapprochée. Elle a accepté de, de nous parler et d'apprendre à nous connaître. Et en fait, au final, je sais que j'entends beaucoup des histoires d'enfants adoptés qui retrouvent leur famille et des frères et sœurs avec lesquels ils ont du mal à nouer des liens. Mais nous, enfin, je pense que c'est les circonstances de la façon dont on s'est trouvé qui font qu'on s'est vraiment soudés, en fait. Et du coup, au début, on était que deux à vouloir retrouver notre mère pour avoir des explications. Les deux autres la détestaient. Et la dernière, du coup, on avait du mal à avoir son avis. Et finalement, on a réussi à avoir bah, l'accord de tout le monde. Et on l'a retrouvée début novembre. Pareil, avec un avis de recherche sur Facebook. Alors que ça faisait 15 ans qu'on la trouve, qu'on savait pas où elle était. Donc, comme quoi, c'est possible. Euh, et du coup, ben, maintenant, on est là. Je suis la seule à qui elle accepte de parler pour l'instant, parce qu'elle est en France. Elle ne veut pas donner d'informations précises par téléphone, donc il va falloir que je me déplace pour aller la voir un jour. Mais je l'appelle une fois par semaine environ, 2 fois, peut-être des fois. 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Et puis j'en suis là. Voilà. Euh, voilà. C'est à peu près l'histoire. Et pour du coup l'anecdote du prénom, c'est que à la base, c'était un surnom qu'on me donnait, mais comme ça pour rigoler. Et quand j'ai découvert que j'avais ma sœur qui avait le même prénom que moi, on l'a toutes les deux vécu très très mal. Moi, peut-être parce que je l'ai senti comme un remplacement. Elle, parce qu'elle s'est sentie comme la pièce de remplacement. Et, euh, et du coup, j'ai dit que. Enfin, je me suis dit que c'était peut-être le moment de changer, enfin, d'accepter un nom d'usage, que mon nom. Enfin, je fais partie de. C'est bizarre parce que moi, du coup, je suis une des enfants adoptés qui ont gardé leur nom d'origine, même s'il y avait une faute d'orthographe, en fait. Euh, qui ont gagné leur nom d'origine et qui a voulu en changer finalement, avoir un nom complet adoptif. Mais parce que, bon, déjà parce que c'est une façon un peu de rendre son identité à ma sœur, d'arrêter de créer un conflit là où il n'y en avait pas, parce qu'au début, enfin, il y avait vraiment une sorte de colère qu'elle me portait, et même si moi je lui portais pas, j'avais pas l'impression d'être en colère contre elle, j'avais quand même un ressentiment. Et du coup, c'est une façon voilà, de récupérer une identité, de lui en donner une, de lui rendre la sienne et de me donner une identité propre. Et voilà. Du coup, c'est mon nom d'usage aujourd'hui et je garde juste mon identité d'origine comme nom d'auteur. Voilà. Ok, donc la magie en fait des réseaux sociaux dans les recherches de ses origines, c'est incroyable quand même. Et ma première question c'est, est-ce que quand tu es partie à la recherche, tu t'attendais à autant de tumulte et retrouver autant de frères et sœurs?
Ah non, du tout. En plus, je m'attendais pas du tout à que ça aille vite. Et je pense que ça a été le premier choc, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mon premier avis de recherche, je me suis dit, il faudra des mois peut-être pour que ça marche. Je commençais déjà à m'intéresser aux tests ADN, à tout ça, parce que je me disais, bon, ça vaut le coup de commencer par là. Parce que si je le faisais pas, c'était un peu débile. Mais j'y croyais pas vraiment, en fait. Du coup, et encore moins en 17 heures. Je m'attendais, enfin oui, on entend beaucoup d'histoires de gens qui trouvent des gens, puis finalement, c'est pas les bons. Du coup, je me suis dit, ah, il faudra peut-être des semaines, des mois, pas 17 heures. Je ne me pensais pas le matin en me réveillant. Le lendemain, la fin de journée, voilà quoi. Donc, c'est une drôle d'impression. Enfin, ça m'est arrivé, on va dire, 2 fois, on va dire. C'est une drôle de sensation de recevoir un message qui te dit je suis ta cousine, je suis ta soeur, je suis ton frère. Tu dis ah, je sais, c'est moi qui vous cherche, mais Est-ce que tu les as crus ou est-ce que tu t'es dit, il y a peut-être des gens, comme justement tu as une certaine notoriété, qui cherchent tout, voilà, ou qui essayent de se rapprocher par un moyen quelconque, ou tu les as crus tout de suite? alors en fait, le pseudo avantage, j'ai envie de dire de quand j'ai retrouvé en tout cas mes sœurs en premier, c'est que comme ils ont, alors c'est vrai que bon, il y a d'autres pays qui sont comme ça, mais ils sont extrêmement familles. Donc ils ont des milliards de membres de leur famille dans leurs amis Facebook, par exemple, qui réagissent à leurs posts, etc., même en public. Et du coup, j'ai pu voir que les noms, l'avantage du Portugal aussi, c'est qu'il y a toujours 2 noms. Moi, j'avais 2 noms de naissance, nom de la mère, nom du père. Donc moi, j'avais 2 noms de ma mère en réalité, parce qu'il n'y avait pas de père. Mais du coup, j'ai pu facilement recroiser, en fait. J'ai vu que ma sœur avait le nom de mon grand-père, donc et le nom de son père à elle. Pareil pour mon autre sœur qui a un autre père différent. J'ai trouvé du coup les frères et sœurs de ma mère qui avaient les mêmes noms que ma mère. Mais bon, ils m'ont sorti des photos, les dates coïncidaient. Donc oui, effectivement, eux, ils m'ont pas cru. Eux, au début, mes sœurs et mes cousins ne m'ont pas cru. Jusqu'à ce que j'ai une tante, bon, on a appris que c'était un mensonge après, mais qui débarque et qui dit si, si, il y a bien eu un enfant qui est né à ce moment-là. Mais ma sœur m'a dit qu'elle était morte-née. Voilà. Donc il s'avère que c'est pas, enfin, a priori que c'était pas vrai. Elle savait juste que j'existais, mais elle l'avait juste jamais dit. Et elle a justifié le fait qu'elle l'avait jamais dit par le fait qu'elle croyait que j'étais morte. Mais peu importe. Enfin, en soi, donc il y a eu une tante qui l'a confirmé. Euh, mais c'est vrai que non, en fait, j'avais tellement de données précises qu'au final, ça m'a pas trop surpris. Euh, après, pour mon frère, lui, il pouvait pas douter de qui on était parce que déjà, il connaissait le nom de ma sœur aînée. Il l'avait dans son dossier, lui, que moi, j'avais pas. Il l'avait même rencontré quand il était petit. Et puis, en fait, dans la vie de recherche de mon frère, on avait des très vieilles photos de lui, tout petit. Donc, qu'il connaissait, lui. Donc, il savait que personne d'autre que sa famille biologique pouvait avoir ces photos. Donc, voilà. Après, ma mère, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on m'a filé l'adresse où elle était, sans me dire comment on l'avait trouvée. J'avais fait la vie de recherche et une femme m'a contacté le lendemain de la vie en me disant voilà l'adresse de votre mère. Je sais pas vous, mais moi j'y aurais pas cru. Hein. Mais du coup j'y ai pas cru. Enfin, je me suis dit bon ça vaut le coup de vérifier. Hein. Mais j'étais en mode vous l'avez eu comment? Et puis elle voulait pas trop me répondre. C'était bizarre. Du coup je suis allée. J'ai de la chance parce que c'était l'adresse d'un hôtel en fait. C'était un hôtel résidence des gens qui vivaient à l'année dedans. Donc je me suis dit il y a une réception. Donc, je peux appeler la réception. Donc, j'ai appelé la réception. J'ai demandé s'il y avait une femme qui s'appelait comme ça. On m'a dit que. Alors, au départ, elle était un peu qui c'est qui la demande. Et elle m'a dit. Pour vérifier, je lui ai dit que c'était ses enfants. Elle me dit elle n'a pas d'enfants. On l'a jamais vu avec des enfants. Je lui dis bah, c'est normal. Elle me dit bah, la personne que vous cherchez, elle vient d'où? Donc là, j'ai compris que du coup, bah, au moins, c'était bien. Donc, je lui ai donné le nom du village tout complètement perdu du Portugal où elle venait. Et là, j'ai senti que la personne, elle était enfin, c'était la bonne réponse, quoi, que c'était la bonne personne. Donc après, cette femme, pareil, je me suis dit, est-ce que c'est la bonne? Et puis après,
elle connaissait, le prénom et les noms de ses frères et sœurs que moi j'avais trouvés. Donc bon, après, je suppose que oui, il y a toujours un petit doute à un moment donné. Mais comme j'ai de la chance d'avoir eu quelques informations dans mon dossier, je pouvais les recroiser, quoi. Après, après, et puis bon, il y a un truc, je suis le portrait craché de ma mère aussi. C'est un copier-coller. C'est-à-dire que ma tante qui a dit que c'était bien, qui a confirmé mon identité, elle a dit non, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire, c'est des 5, c'est celle qui lui ressemble le plus, quoi. Vous pouvez pas dire que c'est pas sa fille, c'est pas possible. Effectivement, moi ça me perturbe parce que je suis un peu en colère contre ma mère encore. Euh, mais c'est vrai que je dois reconnaître que oui, oui, les cheveux, c'est quand même reconnaissable, hein. Cette masse, là, on la voit pas partout, hein. Voilà, bah elle a les mêmes. La grosse différence, c'est la couleur de peau parce qu'elle est plus bronzée que moi, mais c'est tout. Ouais. Et elle, du coup, est-ce qu'elle vous en a voulu de l'avoir recherché, de vous être un peu, pas ligué contre elle, mais de vous être unis pour aller à sa recherche? Elle vous recherchait, elle attendait des nouvelles un jour où elle a complètement voulu mettre ses histoires comme sa famille de côté? Alors, elle a jamais dit qu'elle voulait qu'on la recherche, mais alors déjà, il faut savoir que du coup, elle fuyait sa famille. Elle a fuyé pour de très bonnes raisons, qu'on a découvert du coup en cours de route, qu'on ne savait pas. Et donc, on a découvert ça, c'est ce qui nous a donné envie de la chercher, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a raconté beaucoup de mensonges et on s'est dit la seule personne qui a la vraie version, c'est elle. Donc après, elle peut aussi nous mentir, hein, mais au moins, voilà. Euh, Après, comme je suis passée par une réception, j'ai laissé un message, j'ai dit, si elle veut pas nous parler, on va pas la forcer. Euh, mais voilà. Après, je sais pas si elle a compris tout de suite qu'on était les 5 à la chercher. Je crois qu'elle a compris que j'avais retrouvé mes frères et sœurs, mais je suis pas sûre qu'elle avait compris qu'on était vraiment en lien et que on la cherchait tous, sachant qu'il y en a quand même 2 qui sont en retrait volontairement parce qu'ils sont extrêmement en colère. Parce que j'ai mon frère qui habite en fait à côté de là où elle est, donc il pourrait aller la voir, hein. Mais on lui a pas donné l'adresse ni le numéro de téléphone parce qu'on sait très bien que ça se passerait mal. Pour l'instant, ça se passerait mal. Donc elle a. Non, elle n'a pas voulu parce que je vous dis, j'ai laissé le message, je sais pas, il devait être 10h du matin. Elle m'a rappelé à 11h. Donc elle a fait le choix en fait. Elle avait le choix de ne pas me rappeler, hein. Elle pouvait. J'avais dit à la réceptionniste de l'hôtel que si elle ne voulait pas nous parler, ce serait juste bien de nous prévenir qu'elle ne voulait pas, mais qu'on ne forcerait pas non plus, quoi. Donc elle a fait le choix elle-même. Après, c'est ce que je dis, enfin, elle venait du Portugal, elle était dans la précarité financière. Elle nous a tous laissés, les 5, elle nous a tous laissés à Paris ou en région parisienne, et elle est restée pendant 30 ans à Paris. Quand on veut pas être trop. Alors que sa famille a encore des sœurs et des frères à elle vivent à Paris encore. Du quand on veut fuir quelque. Oui, on sait qu'elle les fuyait, ça c'est sûr. Mais quand on veut. Comme on dit, quand on veut être trouvé par quelqu'un, on reste au dernier endroit où on nous a trouvés. Où on les a laissés, en fait. Et finalement, je pense que quand on rappelle quelqu'un au bout d'une heure, sans surprise, sans. Alors effectivement, il y a pas eu l'air d'avoir beaucoup d'émotions. Ceci dit, au téléphone, c'est compliqué. Et puis on peut aussi les cacher, les émotions. Même moi, j'avais l'air de pas en avoir, hein. Mais je me dis que si on veut pas être retrouvé et qu'on n'a rien qui nous retient dans une ville particulière, une ville extrêmement chère, hein, pour y vivre, euh, elle avait rien qui la retenait parce qu'elle a vécu elle a vécu dans la rue. Quand on était petit, elle vivait dans la rue. Elle n'avait pas de relation suivie avec qui que ce soit. Enfin, donc elle pouvait très bien partir dans une autre ville ou un autre pays ou peu importe. Et elle y est restée même depuis 15 ans où elle avait disparu. Du coup, bon, je peux pas confirmer ça, mais parce que je vais pas poser la question littéralement. Mais je pense que quand on reste au même endroit pendant 15 ans, là on a laissé ses 5 enfants, c'est qu'un peu que finalement, quand elle y est partie parce qu'elle est retournée dans les 15 premières années, elle est retournée un peu au Portugal et à chaque fois elle revenait à Paris en fait. C'est-à-dire qu'elle revenait au point de départ et elle y est restée alors que quand on veut fuir des gens, on quitte l'endroit quoi. On reste pas dans la même ville. Donc je sais pas. Non, elle m'a pas dit que ça posait un problème.
Elle a dit que c'est normal. Quand je l'ai remerciée d'avoir pris contact avec moi, elle m'a dit c'est normal. Après, je peux pas. Je suis pas très proche. Enfin, on n'est pas proche. Hein, on n'est pas. Comme je disais, je la vous vois. Je la vous vois. Bon, elle pose quelques questions. C'est rarement des très longues conversations. Donc, et c'est assez récent, du coup, début novembre. Voilà. Donc, je peux pas garantir qu'elle s'y attendait ou quoi, mais en tout cas. Ouais. Puis bon, on a 25 enfants, on se doute bien qu'il y en a un qui va réapparaître un jour, non? Peut-être, je sais pas. Statistiquement, je sais pas. Je pense que statistiquement, il y a des chances qu'il y en ait un qui débarque quand même. Et du coup, c'est toi un peu qui a débarqué. Est-ce que tu attendais quelque chose en particulier? C'est vrai que ça s'est fait très vite. Tu n'as peut-être pas eu le temps de te poser des questions. Tu avais déjà regardé une fois ton dossier. Et la deuxième fois, tu t'es dit que tu lançais une recherche. Tu attendais quelque chose en particulier, des réponses, ou juste te dire elle est toujours en vie? Quelles étaient tes attentes? Je pense que à tout début, je voulais des réponses. Je voulais retrouver ma sœur. Parce que je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Dans mon dossier, il n'y en avait qu'une, parce que j'étais la deuxième. Je voulais retrouver ma sœur, surtout. En plus, bah, je connaissais la mentalité de l'époque portugaise qui était assez. Pas d'enfants hors mariage, tout ça, surtout dans les bleds complètement paumés du Portugal. Je me disais, c'est possible qu'elle soit venue en France, qu'elle ait fait un enfant et qu'elle soit retournée et qu'elle n'ait pas pu ramener son enfant, enfin, parce que c'était un enfant en mariage si elle était jeune. Je m'étais dit que c'était peut-être une histoire comme ça et je me suis dit du coup que sa famille ne savait pas que j'existais, probablement. Et donc que sa fille aînée ou sa fille aînée ne savait pas que j'existais non plus. Et je me suis dit, en fait, je me suis dit que bah, s'ils voulaient me rencontrer, bah, s'ils voulaient me connaître, bah, je leur laissais la possibilité. Je voulais juste en fait qu'ils sachent que j'existais et après c'était à eux de prendre la décision. Mais juste comme je me doutais que j'étais un secret, bah, je voulais juste casser ce secret en fait. Dire, bah, laisser le choix aux gens, que ce soit ma mère ou quelqu'un d'autre, de décider s'ils voulaient faire partie de ma vie ou pas. Ou simplement connaître l'information. Quoi. Parce qu'elle, elle avait fait son choix il y a 25 ans, mais ce choix, elle l'a imposé à tout le monde. Quoi. Parce que, je veux dire, que ce soit des oncles, des tantes, des cousins, des frères et sœurs, personne n'a eu son mot à dire sur cette décision. Donc voilà. Bon, je m'attendais pas à trouver quatre autres, enfin, il y avait quatre, mais où je me disais, s'il y en a d'autres, elle les a élevés. Dans ma tête, elle aurait pu refaire sa vie et refaire des enfants. Oui, ça, je m'y étais préparée. D'ailleurs, ça faisait partie des raisons pour lesquelles je n'étais pas sûre de chercher initialement. Je me suis dit, si je la retrouve très heureuse avec plein d'autres enfants qu'elle a élevés, parce que j'ai enfin, à différence de gens qui sont peut-être adoptés à l'international et qui peuvent se rendre compte que bah, y a la précarité qui empêche, euh, qui des fois empêche des familles nombreuses de rajouter un enfant. Et moi, je suis née en France, quoi. Je suis en Europe. Bon, à un moment donné, l'excuse de la précarité, ça va, mais je veux dire, même des gens dans la précarité arrivent à avoir des enfants, à les élever, en tout cas, peut-être pas à 10, effectivement. Si on en fait 10, peut-être que ça fait beaucoup. Mais voilà, officiellement, elle en avait que deux. Elle en a gardé un. Mais elle aurait pu très bien vieillir et se stabiliser financièrement et en avoir d'autres. Et je pense que je l'aurais mal vécu. Enfin, j'aurais pu je l'aurais mal vécu ou j'avais peur de mal le vivre et du coup, je repoussais le moment de retrouver ça, quoi. Donc, j'ai pas trouvé ça, finalement. Et maintenant, ça se Voilà. passe comment avec tes autres frères et sœurs? Est-ce que vous envisagez dans le futur de vous voir, de faire comme si, enfin, de rattraper le temps perdu, entre guillemets, où il y a tellement encore de rancœur de la part des plus jeunes que pour eux, ils sont contents d'avoir peut-être des réponses et maintenant ils retournent dans leur vie, entre guillemets, quoi. Bah, en fait, la différence, bah, là, la différence du coup de famille où l'enfant adopté retrouve ses frères et sœurs qui ont été élevés par la mère, etc.
Nous, notre mère, elle nous a tous largués les uns après les autres. Donc déjà, ça a cassé un peu le mythe du mauvais bébé. Parce que on se dit, je pense que tous les enfants adoptés à un moment se sont dit, c'est parce que j'étais pas le bébé, j'étais pas aimée, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. On s'est tous mis ça dans le dos. Moi, j'ai grandi comme ça, comme tout le monde, hein, la plupart des enfants adoptés se sont dit ça. Quand tu découvres que tu as eu que tu as trois sœurs et un frère qui ont été largués aussi, tu te dis, ouais, alors statistiquement parlant, combien il y a de chances qu'on soit cinq mauvais bébés d'affilée? À un moment, on se finit par se dire, c'est peut-être ma mère le problème, en fait. C'est peut-être pas moi, en fait. Voilà. Donc, j'ai eu cette pseudo-chance, on va dire, et on l'a tous eu. Après, je pense que euh, je pense que du coup, comme on s'est tous fait abandonner, on a tous le même traumatisme, même s'il n'est pas forcément pareil pour tout le monde, parce que la grande, a été élevée par notre grand-mère. J'ai deux sœurs qui ont été élevées par leur père, sachant qu'une vient juste d'apprendre que son père n'est pas son père biologique, qui en fait, il s'est mis avec notre mère, elle était déjà enceinte. Bon, bref, ça, et voilà, il lui a appris ça à 25 ans, super. Euh, et, mais malgré tout, on a tous notre mère. Donc, je pense qu'on a tous un pseudo manque à combler. Enfin, c'est peut-être mal exprimé, mais du coup, pour répondre, mon frère, je l'ai rencontré du coup en octobre, puisque je suis allée à Paris, donc je l'ai rencontré juste avant le confinement. On a, en même temps que trois cousins. Euh, voilà. Du coup, on se parle, enfin, on m'appelle tous les 2 jours. Et quand je dis m'appelle, c'est confiné, il m'appelle pendant 4 heures. Du coup, ouais, on se parle beaucoup. Je pense qu'on va créer des liens durables. Après, avec mes autres sœurs, c'est un peu compliqué parce qu'elles sont loin. L'aînée, comme elle parle français, ça va aussi, on s'appelle assez régulièrement. La petite, on a trouvé des. Enfin, la petite, la plus grande des petites. On a trouvé un moyen, du coup, elle parle que portugais, mais on a trouvé un moyen avec Viber, qui est une application de messages comme WhatsApp, mais qui traduit les messages. Donc, chacun écrit dans sa langue. Et on peut faire la traduction instantanément dans la nôtre, des autres messages. Donc, c'est bien. Donc, on a fait des conversations de groupe où chacun peut parler sa langue. Voilà. Moi aussi, sur Facebook, je fais l'effort de d'utiliser Google Trad. Je finirai par apprendre le portugais. Hein. Mais voilà. Euh, donc, on communique assez régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, sur notre conversation de groupe. Donc, il y a des liens. Après, quand je dis ma sœur en Algérie, c'est plus compliqué parce qu'elle vient d'être mariée. Je dis être mariée parce que ça s'est fait un petit peu. Ça a arrangé, quoi. Sur un. Donc, elle a peu de connexion internet, elle est en dehors de l'Europe, donc voilà. Donc du coup, les messages c'est compliqué, donc on a du mal à la capter et du coup, bah, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle va bien, on connaît son identité, on a un numéro de téléphone, mais c'est compliqué de créer des liens pour l'instant. Voilà, c'est tout. Donc les mon petit frère et ma petite sœur ne se parlent pas encore. C'est un peu compliqué, je sais pas pourquoi. Mais, mais sinon, moi, je parle aux trois, quoi. Et côté famille adoptive, de ton côté, toi, tu disais que c'était dysfonctionnel, mais est-ce que tu as pu aborder avec eux cette recherche ou tu as mis ça de côté et c'est un sujet tabou? Alors, je suis rentrée avec ma mère, avec qui j'ai toujours un problème, parce que ma mère a une pathologie mentale. Mais elle m'a pas mal soutenue dans mes démarches, même si je pense que ça l'a blessée un peu. Hein, et comme elle dit, je savais que ça arriverait un jour, donc, donc voilà. Donc paradoxalement, ça nous a beaucoup rapprochés par rapport, alors que on n'était pas du tout proches. Et sinon, bah, avec mon père, c'était compliqué, parce que mon père, du coup, l'a très mal vécu. Je l'ai refusé de l'admettre, simplement. Et du coup, m'a fait vivre un enfer tout l'été, au point que du coup, début septembre, on a coupé les ponts. J'ai coupé. Bon, ils vivent ensemble, donc je sais très bien, il sait très bien que je vais bien puisque je parle avec ma mère, etc. Mais je ne lui ai pas parlé depuis le début septembre et je ne pense pas qu'on va se reparler d'ici un moment. Pour le reste de ma famille adoptive, on n'est pas liés en fait. Donc si j'ai quelques contacts avec deux cousins,
J'ai une tante avec qui j'ai quelques contacts, ma grand-mère aussi, et sinon j'ai tout un côté de la famille, autant de cousins avec qui de toute façon je ne parle plus, enfin je ne parle pas. On n'a aucun lien particulier. On se voyait au repas de famille et comme il y a, de toute façon en ce moment il n'y a pas beaucoup de repas de famille et que comme j'évite mon père, bah je risque pas d'y aller. Donc du coup, ben la famille adoptive n'est pas très, on va dire qu'on peut considérer qu'elle se limite à mes parents et du coup bah il y en a un avec qui ça va, une avec qui ça va et l'autre avec qui ça ne va pas. Voilà. Je considère que ma mère avait peut-être des raisons d'avoir peur, mais tout le monde savait que je ne retrouverais pas de père, quoi. Donc je trouve ça, je pense que j'ai du mal à comprendre, à pardonner la réaction de mon père qui est pour moi absolument débile, parce qu'il risquait pas de se faire remplacer, quoi. Je peux comprendre la difficulté, la peur de remplacement de famille, etc. Mais on sait, mon dossier était relativement clair sur le fait que j'étais le fruit de prostitution. Donc, il n'y a pas de père, on est d'accord. Puis même s'il y en a un, il ne sait pas que j'existe, il n'a aucune envie que j'existe. Donc, voilà. Donc, Et tu as pu parler de ça avec lui, lui expliquer tout ça, que tu comprenais pas qu'il soit jaloux? non, mais en fait, parce qu'en fait, il l'a jamais admis. Alors, oui, au début, j'ai mis les formes, hein. J'ai expliqué pourquoi je recherchais, que c'était pas un truc, etc. Et en fait, il a dit oui, oui, pas de souci. Et puis, en fait, il est devenu de plus en plus invivable. Parce qu'il faut savoir que mon père est dépressif, chronique. Et il est devenu agressif. Il s'est montré agressif pour d'autres sujets, rien à voir, hein, mes études, etc. Il est agressif, il m'a fait du chantage pour que j'arrête mes études, du chantage à l'argent. Ouais, il m'a menacé de me couper les vivres pour que je me retrouve sans rien. Et officiellement sans raison. Sans faire le lien entre mes recherches et ça. Et en fait, il a fallu un mois et demi ou 2 mois avant de se rendre compte que c'était probablement lié à ça. En fait, il avait juste disjoncté. Voilà. Mais bon, à un moment donné, il est grand, il a 65 ans, il est capable de se poser et simplement exprimer, au lieu d'être agressif, méchant et insultant et menaçant, il peut poser et simplement discuter. Hein. Tout le monde est capable de discuter. Hein. Donc au final, peu importe pour quelle raison, ce que je trouve assez pathétique, parce que finalement, il a peut-être réagi comme ça parce qu'il avait peur que je m'éloigne. Au final, c'est lui qui l'a provoqué, quoi. Et je pense qu'il commence à se rendre compte parce que dernièrement, il a essayé de faire quelques pas. Sauf que moi, non. Moi, il est allé extrêmement loin cet été et il me pourrait falloir du temps. Parce qu'il s'est rendu compte que ça m'avait rapproché de ma mère, de qui j'avais jamais été proche. Et donc là, il se rend peut-être compte que il a un peu merdé dans les calculs, quoi. Que voilà. Du coup, qu'il m'a éloignée alors que finalement, je l'aurais probablement pas fait toute seule. Je crois que il y a pas mal de parents adoptifs qui ne le vivent pas très bien. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des enfants adoptés qui partent à la recherche de leurs racines, en fait? Déjà qu'il faut le faire si on a envie de le faire, que c'est pas une nécessité. Après, moi, de mon expérience, j'ai envie de dire, alors par contre, c'est juste mon expérience et c'est les émotions qui parlent, faut pas le prendre. Voilà, le plus important, je pense, au niveau rationnel, c'est de le faire qu'au moment où on est prêt et au moment où. Et si on en a envie, même si à 60 ans, on n'a toujours pas envie, ben, on le fait pas. Après, moi, mon expérience émotionnelle va dire que j'aurais dû le faire il y a 8 ans. Parce qu'il y a 8 ans, mon frère avait 14 ans, ses parents adoptifs le foutaient dehors. Il a vécu en foyer, etc. Et si j'avais retrouvé 8 ans plus tôt, il n'aurait pas traversé la plupart des choses qu'il a traversées. Enfin, en tout cas, il n'aurait pas été aussi seul qu'il a été. Pareil, ma soeur aînée. Disons que je me dis qu'on a. Déjà, on a perdu 8 ans, ce qui est beaucoup. Après, voilà, je me rends compte que dire ça, c'est absolument pas rationnel parce que si je l'avais fait il y a 8 ans, il y a plein de choses dans ma vie qui ne se seraient pas passées. Ça aurait changé toute notre trame de vie complètement. Donc, c'est pas très rationnel. Mais effectivement, moi, c'est ce que je ressens. Donc, faut pas le. Voilà. Après, avec des et si on mettrait pareil en bouteille. Donc voilà. Après, je pense il faut peser les choses. Je pense qu'il faut pas partir avec trop d'attentes. Il faut s'attendre à avoir des choses moches, des fois.
Parce qu'en soi, il y a du positif, mais ce qui est arrivé à ma mère, je trouve ça très moche. Il faut le faire si on a envie, quand on a envie, pas avoir trop d'attentes. Enfin, après les expériences que j'ai pu entendre aussi en plus, bon, moi j'ai trouvé des liens, des gens qui ont envie de créer des liens, etc. Apparemment, c'est pas toujours le cas. De deux côtés, hein. Des fois, c'est nous, on n'a pas envie. Mais des fois, il y a des personnes qui sont pas réceptives en face, qui sont contentes de savoir qu'on va bien. Mais en dehors de ça, où le lien, est-ce que du coup, c'est dangereux de chercher pour trouver une famille? Parce que moi, il y avait un peu, je pense qu'il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de, même si j'en avais pas confiance. Je pense pas trop d'attente et en même temps, s'attendre à ce que ça casse un mythe. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes adoptées qui diabolisent leur famille adoptive et idéalisent leur famille biologique. Et au final, d'un côté, je pense que c'est ça que les études montrent quand elles disent que généralement, ça réconcilie un grand nombre d'adoptés avec leur famille adoptive, parce que ça casse ce mythe de la famille qui aurait été mieux, qui n'est pas forcément mieux. Elle peut, mais généralement. Et je pense qu'il faut juste voir ça en disant que c'est des personnes supplémentaires à notre famille, finalement. Je suis en train de lire un livre, je ne sais plus de l'auteur, un auteur très connu dans le milieu de l'adoption, qui dit qu'il ne faut pas considérer ça forcément comme deux familles différentes, comme un agrandissement d'une famille, quoi. Après, bon, ça dépend aussi les liens qui sont tissés avec la famille adoptive à la base. Mais je suis pas sûre que ça efface. Mais aucune des deux n'arrive à effacer l'autre, en fait. Les deux font partie de l'histoire et je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire aux parents adoptifs quand ils vivent mal les recherches, c'est que rien n'effacera les années qu'ils ont. C'est eux qui nous ont élevés, c'est eux qui, en bien ou en mal, nous ont accompagnés. Mais en même temps, il y a des réponses qu'ils n'ont pas. Et le miroir génétique aussi, qu'on n'a jamais eu. Et je pense qu'il est important. Et justement, le fait d'avoir toi pu reconstituer un bout de ton histoire ou d'avoir découvert d'autres frères et sœurs, est-ce que du coup, ta quête d'identité, la fameuse quête d'identité qu'on a en tant qu'adopté, est terminée? Comment tu te sens aujourd'hui? Je pense que j'ai beaucoup changé. D'ailleurs, j'ai perdu des amis.